Bonjour à toutes et à tous. Dans un atelier de menuiserie professionnelle, on trouve un assez grand nombre de machines stationnaires, lourdes et imposantes. Scie à format, toupie, dégauchisseuse, raboteuse, mortaiseuse et bien d'autres encore. Peu d'amateurs peuvent s'offrir le luxe de ces machines professionnelles. Ça demande beaucoup de place et un bon porte-monnaie. Mais heureusement pour nous, on peut toutes les remplacer par une seule. Vous voyez où je veux en venir? Nous allons parler des machines combinées. Bon alors, vous venez? Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas de première jeunesse. On en a fait des copeaux ensemble. Vous savez, une combinée, ça se garde 10 ou 20 ans sans problème. Mais qu'elles soient anciennes ou récentes, toutes les machines sont à peu près organisées sur le même principe. Une machine à bois combinée, c'est une sorte de condensé de toutes les machines nécessaires au travail du bois. Un des gros avantages, c'est bien sûr la taille, l'encombrement. Plus besoin d'un grand atelier. Pour découvrir un peu plus en détail le fonctionnement de ce type de machine, je vous propose de faire un petit tour de ma combinée à bois. Toutes les commandes de démarrage et de sélection des différentes fonctions se font sur ce tableau. Le sélecteur vous donne le choix entre la scie circulaire, la toupie, ainsi que la dégauchisseuse raboteuse et la mortaiseuse. Ces trois dernières opérations sont liées à un seul et même moteur. Nous verrons ça tout à l'heure. Un bouton poussoir bleu met en marche les moteurs alors que son jumeau rouge les arrête. Très classique. Notez tout de même qu'il y a 3 boutons d'arrêt disposés tout autour de la machine, de manière à toujours avoir un accès rapide depuis chaque poste de travail. En cas de problème, c'est important de pouvoir arrêter la machine le plus rapidement possible. Tiens, tant qu'on parle de sécurité. N'oubliez pas, quel que soit l'usinage envisagé, de mettre votre casque anti-bruit, votre masque anti-poussière et vos lunettes. Et maintenant, commençons, si vous le voulez bien, par faire un petit tour de la circulaire et son chariot. La lame, accompagnée d'un couteau diviseur et d'une cape de protection, est fixée sur un arbre horizontal. L'ensemble peut être déplacé de haut en bas par l'action d'un levier. Ça permet d'adapter facilement la sortie de la lame par rapport à la table de la machine en fonction de l'épaisseur de la pièce acier. Cette saillie est verrouillée en tournant le levier. Cette plaque de protection permet d'accéder à la lame pour la changer si par exemple elle ne coupe plus ou si une autre lame est nécessaire en fonction du travail et du matériau acier. Il y a aussi une manivelle qui permet d'incliner la lame en fonction du biais ou de l'angle que l'on souhaite donner à la coupe. Des graduations indiquent l'angle de la lame, mais il est également possible d'utiliser une fausse équerre pour régler la coupe à un angle particulier. Le guide parallèle est, comme son nom l'indique, parallèle à la lame. Il se règle latéralement pour déterminer la largeur de coupe au délignage. Il est également possible de le faire glisser d'avant en arrière pour définir sa position par rapport à la lame. Dans une autre vidéo que je consacrerai à la scie circulaire, nous verrons que parfois c'est très utile pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité. La course latérale du guide parallèle est limitée à la largeur de la table. Mais sachez qu'il existe des accessoires qui permettent de prolonger cette course au-delà du bord de la table, pour pouvoir travailler de grande largeur. Intéressons-nous maintenant au chariot. Comme vous pouvez le constater, le chariot se déplace d'avant en arrière, et il a la particularité d'avoir un mouvement extensible. En effet, un peu à la façon d'une coulisse de tiroir à sortie totale, il roule sur un rail qui peut lui aussi bouger d'avant en arrière. Ça augmente vraiment l'amplitude du mouvement et c'est super pratique pour la découpe des grands panneaux. Pour servir d'appui aux pièces à découper, le chariot peut être équipé d'un guide d'angle. Ce guide est d'équerre par rapport à la lame lorsqu'il est en butée. Mais on peut aussi l'orienter en le faisant pivoter sur son axe pour réaliser des coupes en angle. Il est temps maintenant de se diriger vers la toupie. Mais on ne va pas bouger beaucoup, tout est sur place. En soulevant ces cercles métalliques, on découvre un trou. C'est le puits de la toupie. C'est dans ce puits que se trouve l'arbre de la toupie, complètement descendu en l'occurrence, pour qu'il ne dépasse pas de la table. Cet arbre de 30 mm de diamètre se déplace verticalement de haut en bas sous l'action d'une manivelle. Les bagues qui s'enfilent dessus, sans jeu, permettent d'y installer les outils. Disques, porte-outils, molettes, les outils de toupie
peuvent porter divers noms, mais on les désigne assez couramment sous le terme générique de fraise. Une fois les bagues installées sur la fraise, il suffit de les bloquer en les serrant fermement avec le contre-écrou situé au bout de l'arbre. En faisant tourner la manivelle, on règle la hauteur de la fraise par rapport à la table et donc, par voie de conséquence, la position de l'usinage. Mais pour pouvoir usiner, il nous manque un élément essentiel, le guide. C'est lui qui va nous permettre de régler la valeur de pénétration de l'outil dans la pièce de bois. Le guide est généralement constitué de 2 joues fixées sur un carter. L'ensemble est fixé sur la table de la combinée grâce à 2 grosses vis. Les 2 lumières du carter permettent de faire glisser le guide d'avant en arrière pour régler la profondeur de l'usinage. Les 2 joues du guide peuvent aussi bouger latéralement. Ça permet notamment de les rapprocher au plus près de l'outil, de manière à avoir un maximum de surface d'appui pour la pièce à usiner. Une des fonctions du carter est enfin de faciliter la captation des copeaux générés par l'usinage, à condition bien sûr que le tuyau d'aspiration soit en place. La combinée que je possède est munie d'un entraîneur. C'est un élément optionnel, mais je vais quand même en profiter pour vous le présenter. Comme vous pouvez le constater, l'entraîneur est escamotable et ne gêne donc en aucun cas les opérations si l'on n'a pas besoin de s'en servir. L'achat d'un entraîneur représente évidemment un certain budget, mais c'est un élément de sécurité incomparable. En effet, sa fonction est de faire avancer la pièce à usiner tout en la plaquant parfaitement sur la table et contre le guide. Magique, non? Allez, continuons notre petit tour pour arriver à la dégauchisseuse. La table de la dégauchisseuse est constituée de 2 parties, une table d'entrée et une table de sortie. Entre ces 2 tables, il y a un arbre horizontal sur lequel sont fixées 3 lames, que l'on appelle des fers. Contrairement aux arbres de scie circulaire et de toupie, celui de la dégauchisseuse ne bouge pas. C'est le réglage en hauteur de la table d'entrée qui va définir la valeur de la passe, soit l'épaisseur du bois en millimètres que les fers vont enlever sur votre pièce de bois. Avant de pouvoir utiliser la dégauchisseuse, il est indispensable de l'équiper de son guide. Quand le guide est fixé, il est très important de vérifier qu'il est parfaitement d'équerre par rapport aux tables, car c'est de ça que dépendra l'équerrage des pièces usinées. Pour ce qui est de la sécurité, le pont, c'est ainsi qu'on le nomme habituellement, va recouvrir la partie non utilisée de l'arbre, pour éviter tout accident, en laissant juste la place de la valeur de la pièce de bois. Passons à la raboteuse maintenant. Et pour y accéder, il suffit de soulever la table d'entrée et la table de sortie de la dégauchisseuse, puis de faire pivoter le capot prévu pour l'aspiration des copeaux. C'est le même arbre qui sert pour la dégauchisseuse et la raboteuse. L'avance ne se fait plus manuellement cette fois. Le rouleau entraîneur cranté attrape les pièces et les amène vers les fers en les plaquant fermement sur la table. Un second rouleau, lisse, pour ne pas marquer les pièces, joue le même rôle, mais en sortie cette fois. Les pièces sont donc parfaitement maintenues tout au long de l'usinage. La table de la raboteuse se manœuvre à l'aide d'une manivelle. Une graduation indique la distance qui sépare la table des fers. C'est l'épaisseur des pièces qui vont être rabotées. Un petit conseil au passage. La table de la raboteuse, tout comme l'arbre de toupie, et d'ailleurs tous les organes qui se déplacent verticalement, se règlent toujours en montant. Je vous expliquerai en détail pourquoi dans une vidéo consacrée à la toupie. Mais en attendant, faites-moi confiance. Toujours en montant. Ça y est, on a pratiquement fait le tour, il ne nous reste plus que la mortaiseuse à voir. Elle est là, pas besoin de se déplacer. En effet, l'arbre qui va recevoir la mèche à mortaiser est le même que celui de la raboteuse et de la dégauchisseuse. Il suffit juste de remettre les tables d'entrée et de sortie en position dégauchisseuse. Le principe est simple, on choisit le diamètre de la mèche à mortaiser en fonction de la largeur de la mortaise que l'on souhaite obtenir. Puis, on la bloque dans le mandrin qui se trouve au bout de l'arbre. Attention,
Pour votre sécurité, il est indispensable de recouvrir l'arbre de la dégauchisseuse avec le pont. La pièce de bois déjà tracée est posée sur la table de la mortaiseuse et maintenue avec la presse excentrique. On règle alors la hauteur de la table avec la manivelle pour définir la position de la mortaise dans le bois. Puis on règle la valeur d'avance de la table pour déterminer la profondeur de la mortaise en positionnant la butée et en la verrouillant. C'est des poignées qui vont déplacer la table d'avant en arrière et de droite à gauche. Voilà, notre petit tour de la combinée est terminé. C'est une machine intéressante, n'est-ce pas? Mais ça n'était qu'un petit tour. Je vous retrouve bientôt pour des vidéos spécifiquement dédiées à chaque fonction. J'y détaillerai chaque poste et vous allez voir qu'avec ce genre de machine, on peut faire beaucoup de choses. À bientôt.